Mesdames, Messieurs, bienvenue, installez-vous. Il reste un petit peu de place, mais on va être complet, donc vous êtes chanceuses et chanceux. À la fois d'être à Nancy, parce que c'est une chance de vivre à Nancy, d'être sur l'hôtel de ville de la plus belle place du monde et d'assister à une des rencontres du Livre sur la place. À propos des rencontres, je vous propose d'accueillir tout de suite Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la place. Elle est accompagnée de Régina Tchando, présidente du CNL, qui va nous rejoindre, Laïla Simani, Mokhtar Hamoudi, Véronique Sousset et Maxime, qui nous rejoignent également. Madame, je vous en prie, venez à côté de Sarah si vous voulez bien. Madame Slimani, voilà. Monsieur Hamoudi, installez-vous. On a Véronique Sousset qui est là également. Et puis Maxime, vous prenez place également. Voilà. Et moi, je me mettrai là. Sarah, un petit mot avant de commencer. Vous aviez... regardez, on a en plus un pupitre, si vous voulez le faire en mode officiel. Non, je vais le faire non, comme ça, à la bonne voilà. franquette. Mesdames, Messieurs, Sarah Polacci. Je vais juste prendre la parole, vraiment 30 secondes pour vous raconter l'histoire de cette rencontre, parce que je trouve que c'est la preuve des liens concrets et des mêmes envies qui peuvent se retrouver. J'étais chez moi en fin de journée, je crois que c'était même un soir, et j'ai eu un appel de Laïla Slimani qui m'a dit je suis présidente d'une très belle association et on aimerait... Marraine, pardon, voilà, il fallait bien que je me trompe une fois. Je suis la marraine d'une très belle association qui me tient à cœur. Et cette année, on aimerait ne pas nous réunir, parce qu'on va vous raconter, il y aura 2-3 mots sur comment ça se passe. On aimerait réunir le jury ailleurs qu'à Paris. Et j'aime beaucoup le Livre sur la place. Et vous savez toutes et tous que Laïla Slimani est une fidèle du Livre sur la place. Et nous, on est aussi fidèles à Laïla. Et quand elle m'a dit j'aimerais la faire à Nancy, est-ce que vous acceptez? J'ai bien évidemment tout de suite dit oui, parce que nous partageons les mêmes valeurs, je crois, que cette association fait des choses admirables et on a bien envie de copier certaines choses au Livre sur la place. Alors plutôt que de copier faisons plutôt preuve d'accueil et faisons des choses ensemble. Je crois que c'est un long compagnonnage qui va s'inscrire dès aujourd'hui. Donc voilà, c'était simplement ça que je voulais vous dire et vous dire que les auteurs, les autrices s'engagent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer parfois. Donc c'était aussi important de vous le dire, Laïla. Et pour continuer la petite histoire, c'est que quand le Centre national du livre, qui nous aide vraiment de façon admirable depuis longtemps, a vu le programme et a vu qu'il y avait cette rencontre, j'ai eu un appel qui me disait mais nous aussi on défend ces valeurs-là et nous aussi on est sur ces mêmes idées, ces mêmes envies. Est-ce qu'on peut dire un mot, parce qu'effectivement le Centre national du livre aide le Goncourt des détenus qui avait été lancé ici, rappelez-vous, il y a maintenant 3 ans de ça. Je ne me trompe pas cette fois, 3 ans. Et est-ce qu'on peut dire un mot sur le Goncourt des détenus? Parce que voilà la chaîne, voilà des associations qui se réunissent, des envies qui se réunissent et des combats ensemble pour la lecture, contre l'enfermement. Et ça nous tient tous à cœur. Donc voilà que Régina Tchando, présidente du Centre national du livre, est là et va vous dire quelques mots sur ce beau Goncourt des détenus. Ça vous va comme ça? Oui, bien sûr, très très brièvement, parce que c'est vraiment... on est là pour rendre hommage au magnifique travail qui est réalisé par l'association Lire pour en sortir, qui d'ailleurs est la première association qui est venue me parler du travail qui était fait auprès des détenus. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de proposer à l'Académie Goncourt de créer le Goncourt des détenus. Alors bien sûr, il est beaucoup moins connu, il n'a que 3 ans, il n'est pas encore aussi connu que le Goncourt des lycéens, mais on espère qu'un jour il le sera autant. Et donc je voulais remercier l'association, remercier aussi du travail d'accompagnement que vous faites auprès des détenus pour faire lire cette sélection de 16 livres avant que ne soit rendu leur choix, et remercier Mokhtar Hamoudi qui a gagné le Goncourt des détenus l'an dernier avec son magnifique premier roman Les conditions idéales, et qui depuis ne cesse de nous accompagner lorsque nous
nous nous rendons dans les centres de détention. Voilà, donc soyez vigilants au concours des détenus. Il a un petit bandeau rouge lui aussi. Et donc, soutenez-le. Merci beaucoup. Merci, Présidente. Merci à vous. Et merci, Sarah. Je vous confie les micros, vous allez vous les passer. Hein, et puis moi, je vais me poser là, ça sera pratique pour les photos. Vous êtes contents quand il n'y a pas l'animateur pour les photos. Hein. Ils sont contents. Alors, on va peut-être commencer par un petit tour de table de présentation, si j'ose dire. Hein. Je vais vraiment résumer parce que je crois que le public connaît encore mieux les œuvres de chacune et chacun que moi, mais ça permet à celles et ceux d'entre vous qui découvrent cette rencontre d'avoir un petit peu les mêmes informations. Ensuite, Madame Slimani, ce serait bien qu'on prenne le temps de présenter l'association et on réfléchira tous ensemble, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez, sur ce thème, penser l'écriture et la lecture comme une lutte contre l'enfermement physique et psychique, les pensées comme libératoires. On est d'accord ? On bosse là-dessus. Juste avant, un petit rappel. Leïla Slimani, autrice et journaliste. J'ai noté une grand-mère alsacienne. Vous êtes un peu du coin, dans le fond. Voilà. Ensuite, dans le jardin de l'ogre, 5 fois sélectionné dans les 5 finalistes du prix de Flore. Évidemment, le Goncourt en 2016, chanson douce. Vous avez été, ils sont partenaires du livre Sur la place, présidente du Livre Inter 2018. Et vous avez coécrit, j'ai appris ça il y a quelques jours, vous avez coécrit, je dois être un des seuls à ne pas le savoir, la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 avec Thomas Joly. Pouvez nous dire un tout petit mot? Je sais que c'est un petit peu borderline, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Bonjour à tous d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était une aventure extraordinaire, hors norme, qui a commencé en décembre 2022. J'ai été appelée un soir tard, alors que j'étais au fin fond du Moyen Atlas en train d'écrire le 3e tome de la trilogie du Pays des Autres. Et j'étais dans une très grande solitude, un grand désarroi. C'était un moment difficile. Et là, Thomas Joly m'a dit est-ce que ça te dirait de venir avec moi écrire la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 ? Et j'ai d'abord accepté. La première raison, c'était pour ne plus être seule, pour pouvoir parler à quelqu'un et écrire avec quelqu'un, faire partie d'une équipe. Parce qu'au début, je n'ai pas mesuré ce que ça allait représenter. Puis on s'est retrouvés avec Patrick Boucheron, Fanny Herrero, Damien Gabriac, le dramaturge. Et pendant un an, on s'est retrouvés dans le plus grand secret à réfléchir sur qu'est-ce que c'est la France, qu'est-ce que c'est la France qui accueille, qu'est-ce que la France a à dire au monde, comment est-ce que le monde nous regarde, quelles émotions on a envie de partager, comment est-ce qu'on peut essayer d'incarner cette audace qui fait notre identité française. Et ça a été vraiment réjouissant de faire ça et puis réjouissant de voir l'accueil que le public français a donné à cette cérémonie. Je crois qu'ils ont bien aimé. Vous avez bien aimé? Vous pouvez applaudir, hein, parce que franchement, ils ont bossé. Hein. Mokhtar Hamoudi est avec nous également. Mokhtar, je potassais votre biographie. Je me disais que le talent d'écrire est parfois dans des milieux complètement inattendus, puisque vous êtes analyste financier. Non, je l'étais. Mais vous avez raccroché les crampons, c'est fini? Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé l'écriture effectivement pendant mes années étudiantes. Et je n'aimais pas trop le travail à l'époque. Et j'aimais beaucoup écrire. Ça vous a plutôt réussi, hein? Oui, un peu. Et donc, j'ai sacrifié beaucoup de mon début d'entrée dans la vie pour l'écriture. Voilà. Vous avez reçu le prix Goncourt des détenus. La présidente Hatchando l'a dit tout à l'heure, c'était l'an dernier, en 2023, pour Les conditions idéales. Je regardais une petite vidéo sur ce prix et sur les discussions que vous avez eues avec les détenus. Et vous avez quand même conseillé à un détenu de lire Le Comte de Monte Cristo. Oui, absolument. C'est quand même un peu original. C'était pas pour les inciter à partir, mais non, c'est plus, vous savez, dans Le Comte de Monte Cristo, Edmond Dantès rencontre l'abbé Feria, et pendant 14 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu moins, eh bien, il va devenir un homme en apprenant les humanités, des langues, et sortir ensuite prêt pour se venger. Et là, je reviens d'une semaine d'écriture, peut-être on en reparlera, à Fleury-Mérogis, et j'ai pu déceler et comprendre que la prison avait peut-être des vertus éducatives et d'arrêt du temps et qui permettaient à certains de faire ressentir leur qualité. Voilà, c'était dans ce sens que j'ai conseillé ce livre. Et on pourra reparler quand même de votre personnage Scandaire, dont une partie de la vie, en tout cas, est un peu inspirée par la vôtre. On le redira tout à l'heure. Véronique Sousset est avec nous. Bonjour, madame. Vous êtes
autrice et cadre de l'administration pénitentiaire. Vous avez longtemps dirigé la prison de femmes de Rennes. Vous avez été avocate, vous avez voulu refaire des études pour devenir avocate, et vous avez défendu un garçon qui s'appelle Éric Sabatier, avocate commis d'office. Vous avez raconté ça dans un livre qui s'appelle Défense légitime en 2017. C'était un cas très particulier, Éric Sabatier, puisqu'il a été condamné à 30 ans de prison pour avoir fait des choses vraiment pas bien. En 2022, vous avez écrit Fragments de prison. Ça, c'est un livre dans lequel, à travers des portraits de femmes, d'hommes qui vivent en prison, vous racontez la prison par le prisme d'une rencontre et j'allais dire de l'intérieur. Et puis on a Maxime qui est avec nous, qui va peut-être écrire un jour, on ne sait jamais. Maxime, tout est possible. Vous avez quel âge? Il a 22 ans, donc tout est possible. Vous avez commencé à écrire à quel âge, Mokhtar? C'est pas 25 ans? Non, plutôt 22. Voilà. 22, ah, donc on arrive dans la zone un peu, vous voyez. Et vous connaissez bien l'association dont on va parler tout de suite avec vous, Leïla Slimani, puisque vous la connaissez, vous l'avez fréquentée, vous avez vu leur travail, vous allez pouvoir témoigner. L'association s'appelle Lire pour en sortir. D'ailleurs, j'allais dire, moi au départ, je l'appelais Lire pour s'en sortir. Et c'est en regardant bien, je me suis dit, non, attends, ne fais pas de bêtises, ne dis pas n'importe quoi devant les gens, essaie de prononcer le titre correctement, mais il y a peut-être un peu de ça quand même dans votre vocation. Oui, alors pour vous présenter l'association, elle va fêter ses 10 ans cette année. C'est une association qui a été créée par son président. Donc je ne suis pas la présidente, je suis la marraine. Monsieur, vous voulez pas vous mettre devant, Alexandre Duval-Stala, qui est avocat, et dirigé par Marie-Pierre, qui est là, qui est une femme extraordinaire. Et je suis la marraine depuis maintenant 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. J'ai été contactée par l'association parce que j'ai donné à ce moment-là une interview où je racontais que mon père avait été incarcéré lorsque j'avais 20 ans et que j'avais à ce moment-là découvert l'univers carcéral et que c'était un univers qui m'avait à la fois effrayée, fascinée, mais que j'avais envie de mieux connaître et pour lequel j'avais le désir de m'engager. Donc ça s'est fait de manière très naturelle et puis voilà, c'est une association qui est très importante pour moi et dans laquelle je m'engage beaucoup. Donc l'idée de l'association est de permettre aux détenus de renouer avec la lecture s'ils ont totalement abandonné cette activité ou de pouvoir en tout cas lire des livres et de les lire accompagnés, puisqu'il y a des bénévoles qui vont accompagner les détenus dans la lecture. Donc ils choisissent un livre, ils discutent du livre qu'ils sont en train de lire. Évidemment, les discussions ne sont pas que sur le livre, c'est aussi une relation humaine, évidemment, donc il leur permet aussi de parler de ce qui les préoccupe et de parler de leur quotidien. Et ensuite, les détenus écrivent des fiches de lecture et certains sont vraiment très, très engagés, écrivent beaucoup, beaucoup de fiches de lecture au cours d'une année. Nous travaillons aussi à fournir des bibliothèques. Il y a tout un catalogue auquel les détenus ont accès quand ils rentrent dans l'association. Et nous avons maintenant différents programmes. Par exemple, un programme dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que je vous lirai un petit texte à ce propos, qui est un programme à destination des familles, enfin en particulier pour aider à la relation entre les parents et les enfants, parce que quand les enfants, par exemple, viennent voir leurs parents dans le parloir, c'est toujours un moment très difficile, un moment de grande nervosité, où c'est difficile de faire que l'enfant ne s'impatiente pas, ne soit pas nerveux. Donc, on fournit un livre. Donc, l'enfant va avoir un livre, il va être accompagné. Puis ensuite, au moment où il rencontre son parent, son père ou sa mère au parloir, va pouvoir discuter de ce livre. Et donc, ça permet d'engager de manière un peu plus sereine la conversation. Et c'est une association dont j'ai pu voir de manière extrêmement concrète, réelle, les effets, les implications quand vous discutez avec des détenus, hommes ou femmes, qui vous racontent à quel point la lecture les a ramenés à leur humanité, à quel point ça les a apaisés, à quel point ça leur a redonné le sentiment d'être connectés au reste du monde. L'univers carcéral est un monde qui est clos, un monde qui est ignoré, un monde qui est invisibilisé. C'est un monde, vous savez, très souvent, je parle avec les gens et je leur dis, est-ce que tu sais où est la prison dans ta ville? Beaucoup de gens ne savent même pas où est la prison, ou passent devant sans la regarder. C'est un monde qu'on préfère ne pas voir, qu'on préfère ignorer. Et la lecture leur permet de réappartenir aussi au monde, de s'émanciper et bien sûr de développer aussi, d'apprendre des choses. La question du savoir en détention, elle est très importante. Je crois que près de 30% des détenus, c'est ça Marie-Pierre, ne détiennent pas les savoirs de base. Donc aussi pouvoir
d'un coup se remettre à apprendre, progresser, s'améliorer, découvrir des codes qu'on n'avait pas. C'est aussi une richesse extraordinaire pour ces détenus. Et je dois dire, parce que j'en profite, que on est très soutenu aussi par le personnel pénitentiaire qui nous aide avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de générosité. C'est des choses souvent que dans le grand public on ne sait pas, mais il y a beaucoup d'énergie qui sont mises en commun, bénévoles, personnel pénitentiaire, associations, pour faire que la prise en charge des détenus soit la meilleure possible dans des conditions qui restent difficiles. Peut-être un mot, oui, Véronique Sousset, sur la place du livre en prison, vous qui connaissiez. Je remercie Leïla pour ces mots. Et je pense qu'en fait, peut-être se dire aussi, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais parce qu'on le fait tous, parce qu'il y a un réel intérêt. Parce que ces hommes, ces femmes, qui sont un temps en détention, sont dans la communauté. Et sont un temps, on va dire, peut-être mis un peu de côté et exécutent une peine, mais ont vocation à revenir parmi nous. Et l'objectif de la prison, c'est effectivement, il y a peut-être une dimension punitive, d'expiation, mais si ce n'est que ça, on rate l'objectif. Et donc, il y a une vraie volonté aussi, je pourrais dire, de réinsertion, de sécurité publique. Faire en sorte que la personne détenue puisse acquérir les savoirs de base, les habiletés sociales, s'intéresse à quelque chose d'autre que ce qui l'a peut-être conduit en prison, j'allais dire, c'est presque une vocation de service public. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas par pur humanisme non plus. Alors, on est tous animés de ça, et vous en êtes les témoins aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux autour de cette question. Mais c'est aussi pour ça. Moi, j'ai découvert l'association, pour être très, très brève, mais je dirigeais la maison centrale sécuritaire de Saint-Maur, alors pas Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, mais bien dans le Berry. Donc on était assez éloignés, j'allais dire, des centres culturels. Et il y avait un détenu, le dernier d'Action Directe, qui gérait la bibliothèque, mais de main de maître. C'est-à-dire qu'il était quand même assez intolérant à tout ce qui pouvait être d'autres avis que le sien. Et comme je ne pouvais pas le déboulonner, eh bien, je m'étais dit, il faut qu'on trouve un biais. Et c'est en ça aussi que l'association est formidable. C'est parce que la personne détenue, elle choisit le livre et on lui donne le livre neuf. C'est-à-dire que voilà, le livre, tout d'un coup, lui appartient. Et il y a des collaborations avec les librairies indépendantes du lieu. Et la personne peut avoir le livre. Et on sait tous ici, parce que si vous y êtes sur le livre à la place de Nancy, c'est que vous aimez la lecture et vous aimez l'objet livre, et d'avoir un livre et de pouvoir détenir ce livre en cellule, ou pouvoir le passer à son enfant, ou peut-être aussi que ça soit un échange avec sa famille autour d'un livre, c'est aussi très important. Et donc voilà, à Saint-Maur, eh bien, on a pu développer voilà, les liens avec l'association Lire pour en sortir. Et une dernière anecdote, un détenu donc s'était inscrit au programme, quelqu'un d'extrêmement difficile dans la gestion, qui avait besoin d'exister. Et un jour, il a choisi dans le catalogue « Critique de la raison pure ». Bon, je ne suis pas sûre qu'il en a compris quelque chose, mais il s'en est servi comme un drapeau, comme un étendard. Et tout d'un coup, ce n'était pas les points, ce n'était pas sa force physique, ce n'était pas la violence de ses mots, mais tout d'un coup, c'était le livre qu'il portait comme ça très fièrement sous son bras pour traverser la cour. Et là, je me suis dit, il faut continuer avec cette association. Est-ce que c'est pas aussi Mokhtar Hamoudi, enfin tout le monde d'ailleurs, hein, une manière de changer de statut aussi la lecture pour les gens qui sont en prison, c'est-à-dire de ne pas être uniquement jugés pour un acte qu'ils ont commis ou par le terme de détenu, mais devenir lecteur. Et être lecteur, il y a une notion d'égalité, il y a une notion d'avis, on a un avis légitime parce qu'on a lu le livre. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de statut dans la tête de tout le monde ? Oui, on a lancé avec Régine Achando la semaine dernière la 3e édition donc, du prix Goncourt des détenus à la maison d'arrêt de Laon.
Et d'ailleurs, je tiens à souligner le formidable travail du Centre national du livre, de Régine, de ses équipes, parce que c'est une grosse machine. Il y a des enjeux assez importants de passeport à l'entrée, de badge, d'approvisionnement en livres, etc. Et donc, heureusement qu'ils sont là pour le faire avec efficacité. Et donc, il y a un détenu qui m'a dit à la fin, comment je fais pour parler d'un livre, pour le défendre, vous voyez. Alors, je lui ai dit, bon, écoutez, que vous l'ayez aimé ou non, le plus important, c'est de dire pourquoi vous ne l'avez pas aimé, pourquoi vous l'avez aimé. Et ils prennent ça vraiment avec une grande... avec un certain sens du devoir, un peu d'appréhension pour certains. Mais moi, je me souviens, j'avais rencontré plusieurs fois une jeune femme à la maison d'arrêt de Rennes. Et pour mon roman, elle m'en a parlé. Et je trouvais qu'elle avait dit les choses quasiment les plus pertinentes à ce propos. Vous voyez. Donc il y a vraiment une grande intelligence. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. C'est assez fascinant quoi, de se rendre compte que ces gens-là sont une sorte d'élite. Il y a vraiment cette dimension-là. Hein. C'est comparativement avec d'autres personnes qui sont dehors que je dis ça. Voilà. Moi, ce que je répondrais à deux choses, c'est que la première, je pense que la lecture, déjà, cet exercice avec le bénévole, puis ensuite la fiche de lecture, ça permet de réindividualiser dans un contexte où on est un peu pris dans une masse, on est un détenu parmi d'autres. Et là, d'un coup, on redevient un individu avec son enfance propre, ses émotions propres, son imaginaire, sa vision du monde. Et ensuite, on l'exprime. Et d'un coup, je pense que le fait de se réindividualiser, c'est aussi une manière de regagner une forme de dignité. Moi, je le vois beaucoup quand je viens faire des présentations. Donc, les détenus, en général, ont lu mon livre et on commence à en discuter. Et ce plaisir de pouvoir exprimer son point de vue et de pouvoir dire, parce que moi, par exemple, moi, j'aime beaucoup le Maroc, ou moi aussi, j'avais une grand-mère qui ci ou ça, et d'un coup, de pouvoir se réapproprier sa personnalité qui a tendance, dont on voit que parfois il y a cette peur de se perdre un peu dans cette situation de détention. Et l'autre chose, c'est qu'être un lecteur, c'est aussi souvent finir par avoir envie d'écrire. Parce que quand je dis écrire une fiche de lecture, ils écrivent aussi après. Et écrire, c'est aussi un exercice qui prend aussi de la place en détention. Et une fois que vous lisez, que vous aimez un écrivain, que vous voyez la façon dont il écrit, ça peut aussi susciter, non pas la vocation forcément de devenir écrivain, mais la vocation d'écrire. Et écrire, c'est aussi se raconter, c'est poser les émotions, prendre un certain recul vis-à-vis d'elles, c'est gérer cette violence qui peut vous travailler et parfois vous échapper, que vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc voilà, c'est redevenir un individu et donc à partir de là aussi pouvoir s'exprimer, que les mots ne soient plus... Vous savez, en détention, il y a beaucoup de gens pour qui les mots, c'est une violence. Parce qu'ils n'arrivent pas à bien s'exprimer, parce qu'ils n'arrivent pas à défendre leurs idées. Parce qu'il manque de mots, il y en a. Il manque de mots, il manque terriblement de mots, je veux dire. Ouais. Et d'un coup, le mot peut redevenir un allié, peut redevenir un ami, moi, je leur dis souvent, vous savez, lisez, et puis même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive de lire des textes auxquels je ne comprends rien et que je trouve magnifiques. Et c'est ça qui est beau dans la littérature, elle autorise l'idée que l'émotion peut venir d'autre chose que du sens ou de la pure intelligence ou intelligibilité, quelque chose de l'ordre de l'émotion qui touche n'importe qui, du bac+5 à l'enfant qui juste entend un poème et qui trouve que c'est beau, même s'il n'a rien compris. Et donc ça aussi, ça me paraît important, que le mot redevienne un allié. Oui, Maxime, je voudrais juste faire une petite digression avant de vous écouter, Maxime, avec Mokhtar, parce que le dictionnaire est vachement important chez vous. On parlait des mots, et je me demandais si, en écoutant Leïla Slimani, si plus de mots, plus de définitions, plus de termes dans un esprit, ça ne permet pas plus de nuances, et que la nuance, c'est déjà un chemin pour avancer, pour renaître. Moi, je ne suis pas partisan des théories de la nuance, mais en tout cas... Vous n'êtes pas très nuancé, vous voulez dire? Ça dépend, mais non, le dictionnaire, dans mon cas, puisque dans mon roman, le personnage qui est issu de l'aide sociale à l'enfance, comme moi, eh bien, donc, il n'a rien, des conditions très difficiles de naissance au monde, eh bien, se passionne pour le dictionnaire, vous voyez. Et donc, face à un monde qu'il a abandonné, il va découvrir ce monde mort. Oui, celui des mots. L'élocution, surtout les définitions, vous voyez. Ouais. Ce qui est assez intéressant de revenir à l'étymologie des mots. Ça ne permet pas la nuance, au contraire, non, ça permet la précision, vous voyez.
Et puis les dictionnaires, vous voyez, c'est nom commun et nom propre. Il y avait aussi comment dire, le voyage à travers le monde, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir, je sais pas moi, on va prendre l'Argentine, les caractéristiques du pays, mais il y avait aussi donc les personnes physiques. Et puis alors, finalement, je ne suis pas rien, mais je suis dans un monde où on m'a considéré comme rien, alors on va s'imaginer des grandes choses, et j'ai essayé de traduire ce souffle le souffle interne du personnage qui provient du dictionnaire, mais qui va l'abandonner assez vite, hein, d'ailleurs. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec vous, ça apporte plus de précision que de nuances, vous avez bien raison de le préciser. Maxime, on voudrait vous écouter nous parler de l'association, parce que vous avez vu cette association fonctionner. Donc on aimerait bien que vous nous donniez votre sentiment de jeune de 22 ans qui a vu bosser les membres de Lire pour en sortir. Bien sûr, avant de parler des livres, je vais déjà parler des bénévoles, parce qu'en fait, comme ce que Leïla vient de dire, il y a la notion d'individualité qui rentre en compte, le fait que ces détenus passent d'un numéro d'écrou à une personnalité, à une nouvelle relation qui se noue. Ils sont quelqu'un. Exactement, au sein de ces barreaux, en fait. Ils ne voient plus uniquement leur famille au parloir et après les mêmes détenus qui sont dans ce monde-là, mais des personnes uniquement au sein de la prison, mais avec qui ils ne vont pas parler prison. Et ça, c'est intéressant. Ils peuvent parler de tout, n'importe quoi. D'ailleurs, en général, ça part souvent du livre pour aller très loin sur des films, des séries, des sujets de société ou de l'actualité. Et ça, c'est aussi important. En fait, à la fin, ils apprennent à connaître le bénévole et à avoir une relation avec eux. Donc ça, c'est très intéressant. Et concernant les livres, il y a aussi un autre aspect, je pense, de méritocratie, de ce que j'ai pu voir, parce qu'en fait, ils rendent des fiches de lecture et à la fin, il y a presque un challenge de numéros. Ok, je vais lire tant de pages, ou alors je vais faire tant de fiches, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément connues avant. Un devoir, hein, disait, c'est Mokhtar qui disait, ou c'est vous, je sais plus. Bref, quelqu'un a dit le devoir, ils le vivent comme un devoir, vous êtes d'accord ? J'ai l'impression, oui, au niveau de la fiche, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, forcément, mais pour certains. Et ça peut être pour se cultiver, ou alors pour d'autres raisons. Il y a un lien avec la famille aussi et les enfants, on va le voir tout à l'heure. En tout cas, il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect donc de se cultiver et de profiter d'entendre des noms d'auteurs dont on a entendu toute notre vie, mais enfin se plonger dans leurs œuvres. C'est intéressant, ça, ce côté. Ça les fait sortir d'un. On rentre dans le sujet, d'ailleurs, encore un peu plus, puisque l'enfermement psychique, il y a l'enfermement physique en prison, on le sait, hein, c'est le principe. L'enfermement psychique, c'est aussi voir toujours les mêmes. Et ça m'a marqué, moi, ce que vous avez dit là, Maxime. En effet, c'est une valeur qu'on prend peut-être moins en compte, mais il y a cet aspect de être plongé en tant que détenu dans un nouveau monde, fermé et opaque. Petit et qui est très difficile à décrire. En fait, c'est une nouvelle vie qui commence malheureusement, une sorte de microcosme. Et je pense, en tout cas, ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes et avec qui on ne va pas parler des tensions, des personnes qui sont complètement externes à cela. Véronique Sousset, vous vouliez réagir ? On dit souvent, pour parler de la prison, parce que chaque chef d'établissement dit la prison que vous allez visiter est atypique, parce que c'est vrai que ce sont des lieux atypiques et chaque prison est atypique. Mais c'est un peu comme une société qu'on pourrait regarder à la loupe. Et évidemment, parce que l'effet de l'enfermement, c'est aussi évidemment que toutes ces petites, ce que Montaigne appelait épines domestiques, prennent évidemment de l'importance par l'effet de l'enfermement. Et à la fois la dimension, ce qu'indiquait Leïla, c'est-à-dire que évidemment que cet enfermement et ce collectif créent aussi une forme de peut-être des réalisations ou peut-être le contraire de l'individualisation, c'est-à-dire c'est une masse. Et pour redevenir quelqu'un, de se responsabiliser, c'est souvent ce que disent les détenus. En fait, je ne suis pas maître de mon emploi du temps, c'est pas moi qui ouvre et qui ferme la porte. C'est pas, j'ai décrit dans mon ouvrage les petites choses, mais il faut imaginer tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est une personne détenue. Imaginez qu'on ne peut pas aller relever son courrier dans la boîte aux lettres, par exemple. Voilà, et le fait de donner rendez-vous, parce que la lecture c'est ça aussi, c'est donner rendez-vous, et le fait de pouvoir donner rendez-vous à un bénévole autour du livre, et que finalement ça soit pas le statut de détenu ou le statut de bénévole, mais tout d'un coup on se retrouve autour du livre et de cette histoire et de cette fiction,
Et je pense que ça, c'est vraiment aussi ce qui permet, non pas de s'évader ou d'échapper, mais vraiment peut-être, moi je pense plutôt de s'ancrer là où on est, de savoir exactement là où on est, mais justement en faire quelque chose. Je pense que moi, en tout cas, je continuerai à travailler en détention tant que j'aurai la conscience que la prison peut être utile et peut avoir du sens. Si j'en étais pas convaincue, je ferais sans doute autre chose. Et vous disiez tout à l'heure, et je vous laisse la parole, mais il y a eu vraiment des études qui ont été faites, des corrélations entre, y compris d'ailleurs en dehors des détentions, mais plus on a de mots, plus la violence recule. Et faites l'expérience, ça nous est tous arrivé, quand on ne trouve pas les mots pour le dire, on s'agace. Naturellement, on s'agace. On dit « Ah, non, mais c'est quoi le mot ?» Voilà. On voit bien qu'il y a évidemment cette recherche de précision nous aligne aussi et aligne la personne détenue sur ce qu'elle est. Donc, je pense plutôt le livre pour s'ancrer que pour s'évader. Vous m'avez foiré toute la fin de mon truc. Je voudrais juste ajouter une chose. Moi, je suis très, très heureuse qu'on puisse faire ça aujourd'hui à Nancy avec du public parce que, bien sûr, les personnes détenues vivent un enfermement objectif, un enfermement physique et parfois psychique, comme vous le disiez. Mais nous aussi, d'une certaine façon, parfois on est enfermés dans nos visions du monde, dans nos clichés, dans nos préjugés. Et je dois dire, pour l'avoir vécu, et je pense que c'est l'expérience des bénévoles aussi, la relation avec les détenus, c'est une relation réciproque. C'est pas juste nous qui entrons en détention et on vient et on leur donne quelque chose et on en sort content en se disant ah, c'est génial, j'ai fait une bonne action. C'est pas du tout ça. C'est une relation qui est vraiment à double sens. On apprend aussi beaucoup en entrant dans ce monde-là et en découvrant ce monde-là. Parce que, en fait, ce monde-là, certes, il a ses spécificités, mais il appartient à notre monde. Il n'est pas en dehors du monde. Vous rencontrez des gens qui font des professions que vous connaissez, qui pourraient être... Vous vous rendez compte qu'il y a des choses où parfois ça a basculé en quelques secondes. Et donc, ce qui est très important et qui, moi, me ramène souvent à ma pratique de l'écriture, c'est que quand on se retrouve dans ce contexte-là, on vit une sorte de suspension du jugement. Il ne s'agit plus de juger. Ils ont été jugés, ils sont là, et il s'agit de se remettre dans une relation d'humanité pure. C'est un être humain face à un être humain. Et je ne cherche pas à savoir ce qu'il a fait, je ne cherche pas à savoir pourquoi il a été condamné, mais je cherche simplement, comme le disait très bien Véronique tout à l'heure, à aider à ce que ce moment-là qu'il est en train de vivre soit utile et que demain, à nouveau, quand il sortira, une fraternité nouvelle puisse exister entre lui et les autres. Donc, je tiens vraiment à dire, et c'est pour ça que je vous le dis aussi à vous, parce qu'on peut tous, en fait, simplement, même pas en s'ouvrant, en délaissant nos préjugés, on peut tous être utiles. Donc, ce n'est pas une relation à un seul sens, c'est vraiment une relation réciproque. On donne, mais on reçoit aussi beaucoup. J'étais en train de me dire, il y a deux manières de lire en prison en vous écoutant, et je voulais demander à Maxime de réagir, mais je disais, vous m'avez foiré la fin, d'ailleurs c'est pas très français comme mot, mais bon tant pis. C'est précis, voilà, c'est précis et rigoureux, c'est-à-dire que forcément que j'allais partir sur lire c'est s'évader, vous voyez bien, donc vous êtes au contraire... pas d'accord, visiblement, parce que vous dites lire, c'est s'ancrer. Mais j'y reviendrai après. Pour le moment, je voudrais revenir sur la notion de savoir qu'on a évoqué un petit peu avec Mokhtar. Est-ce que c'est pas le fait de lire, on apprend des trucs? Est-ce que ça rend pas le temps en prison, pour ceux que vous avez vus en prison, le temps perdu en prison, un temps gagné? Je ne sais pas si je suis très clair. Très clair, et je suis entièrement d'accord. On a les mêmes 24 heures qu'à l'extérieur, soyons clairs. Et entre le passé à être sous médicaments, sous drogue ou devant la télé, et le passé à le cultiver et lire, il y a peut-être un endroit qui est plus intéressant qu'un autre, même si c'est moins facile, ça demande un peu plus d'efforts. Il y a cet aspect-là d'entretien. De temps gagné, de temps utile gagné. Plutôt, de temps utile. Ouais. Exactement. Le temps qu'on a en prison, c'est du temps qu'on n'a peut-être pas dehors aussi. Tout le monde a envie de lire, mais tout le monde ne lit pas forcément toujours. Alors, il y a deux tranchants dans tout ça, mais c'est peut-être le rentabiliser, ce temps en prison. C'est en faire quelque chose. Et puis il y a l'aspect d'entretien, on vient de citer le manque de mots qu'on a, parce que les journées sont toujours les mêmes, finalement. C'est toujours les mêmes voisins, toujours les mêmes personnes qu'on croise, toujours les mêmes horaires. Toujours les mêmes horaires de repas, de douche, parce qu'on ne choisit pas l'heure à laquelle on se douche. C'est une semaine type qui se répète un petit peu à l'infini jusqu'à la fin de la peine. Donc, c'est les mêmes mots qu'on emploie. Et je pense que, d'ailleurs, je pense pas, il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup moins de vocabulaire en fait employé, et donc il n'y a pas d'entretien. Lire des livres en détention, ça permet d'entretenir ce vocabulaire. Ouais,
de le faire fleurir, de le renouveler. Vous le disiez tout à l'heure, Véronique Sousset, 30%, c'est ça, ou c'est Leïla qui l'a dit, je suis un peu dissipé, mais 30% des détenus qui n'ont pas de formation, c'est ça? Non, Oui, qui n'ont pas les bases. Oui, qui ne maîtrisent pas les savoirs de base. Il y a effectivement une partie d'illettrisme et il y a des programmes ambitieux, hein, puisque l'éducation nationale intervient en détention. Et donc, il y a 30% à peu près qui n'ont pas de savoir de base. Mais voilà, même si on a les savoirs de base, et Maxime le dit très bien, l'effet de l'enfermement parfois peut aussi rendre plus désertique, voyez, la langue et l'appauvrir aussi parce que voilà, pour les raisons que vous évoquiez. Donc c'est important aussi à la fois de garder cette mécanique-là et de pouvoir se nourrir de ces mots, des mots des autres. Je ne sais pas d'ailleurs si est-ce qu'on lit les mêmes livres. Je ne sais pas non plus si on lit les mêmes livres. Voilà, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on lit les mêmes livres? Je sais pas si on lit les mêmes livres. Dans le catalogue de Lire pour en sortir, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire des choses qui sont au premier pour les personnes qui apprennent même à lire en fait et qui découvrent la langue, jusqu'aux personnes qui ont envie de se replonger dans du classique ou de la poésie. Genre Le Comte de Monte Cristo. Par exemple. Il est dedans. par exemple. Il y a toutes sortes de livres, c'est ce que vous dites hors micro. Juste une petite colle vite fait en passant à la directrice, au président. Est-ce qu'on sait combien il y a de livres dans le catalogue? Ils ne savent pas tellement il y en a, ça se trouve. Combien? 350, voilà. Bon, ça fait du choix quand même. Oui, donc dans ces 350 livres, on retrouve de la BD comme, par exemple, des listes de cuisine, c'est vrai. C'est vrai, ah ouais? Non, ont beaucoup de succès en détention, parce que les gens, là aussi, ça se répète et tout, donc il y a cette envie de pouvoir apprendre à faire des choses et tout. Donc les livres de cuisine ont du succès, les BD. Oui, il y a quelques best-sellers. Il y a Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Je crois qu'il y a un de ceux qui marche le mieux. Le Comte de Monte Cristo marche très très bien aussi. Voilà, ouais, il y a quelques livres phares qui sont toujours au top de la liste. Les conditions de lecture, vous parlez de Fleury-Mérogis dans votre travail, Mokhtar. Vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, j'y suis, oui. Pour de l'écriture, vous disiez. Moi, j'y suis allé. Dans la première fois, grâce à Régine, j'ai pu entrer à Fleury-Mérogis, puisque moi, la première fois que j'étais à la Fleury-Mérogis, c'était sur le parking, puisqu'il y avait la personne avec laquelle je vivais qui était incarcérée, vous voyez. Et donc, du coup, je n'avais jamais eu l'honneur de... Vous n'étiez pas rentré, voilà. Non. C'était... Mais c'est pour ça que, pour parler du dictionnaire, moi, à un moment, j'ai arrêté de lire le dictionnaire, vous voyez. Et donc, l'élévation spirituelle s'est arrêtée. Et je me souviens, sur le parking de Fleury-Mérogis, donc j'étais adolescence assez compliquée, délinquance, violence, etc. Et c'est sur ce parking que j'ai décidé de faire la plus grosse bêtise qui aurait dû normalement me ramener en prison, vous voyez. Et donc je suis content parce qu'il y a mon éditrice qui est là. Et à la fin, elle m'a demandé d'enlever ce qui était avouer sa faute, alors que la police ne m'avait pas arrêté, vous voyez. Donc on lui doit beaucoup. Merci Karina, entre autres choses. Les gens veulent applaudir, j'ai l'impression. Allez-y, mesdames, messieurs. Mais Fleury, oui, c'était intéressant à bien des égards, puisque mon expérience la plus récente, donc c'est au début du mois, donc c'est la plus grande prison d'Europe, le quartier D1 le plus emblématique. Et donc, j'ai passé une semaine à donner des cours d'écriture auprès d'une quinzaine de personnes, avec des profils très variés. Qui veulent écrire. Qui écrivaient, qui étaient là, qui étaient des jeunes, voilà, avec lesquels j'ai beaucoup rigolé parce que ça m'a justement rappelé mon adolescence. Je pense à d'autres personnes avec des profils vraiment, différents. Et c'est assez intéressant de passer une semaine avec ces gens-là. Et je peux vous assurer que certains m'ont sorti quelques... Bon, moi j'ai écrit un petit livre, mais je suis rentré dans ce milieu-là. Mais parfois je me disais, ah tiens, ça je ne saurais pas faire, quoi. Ils me complexaient, certains. Et j'allais les voir, je me disais, mais c'est formidable. Ils ne me croyaient pas. Et je leur dis, si, c'est formidable. Tu écris très bien. Et ils m'ont sorti les textes sur la base d'un sujet imposé, agrémenté de leur passion, mais sur la base du premier jour, sans documentation. Après, en rentrant chez moi, je leur apportais de la documentation. Et écoutez, ça leur a pas servi à grand-chose. Hein. Ils étaient manifestement...
on aurait dit qu'ils avaient attendu ça toute leur vie, vous voyez. Et ils m'ont sorti vraiment de très belles choses, ouais. Et humainement, évidemment, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. On avait fait pour le prix Goncourt des détenus, parce que moi j'avais découvert l'année dernière votre belle ville de Nancy, je n'étais jamais venu. Puis j'y suis retourné pour le prix Goncourt des détenus, donc la place est très belle, mais il y a la cité là-bas avec une barre d'immeubles, vous voyez, grande comme un TGV. Et j'en ai vu des barres, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. C'est la plus grande d'Europe. Bah voilà, ouais. Et la prison est juste au bout de la cité, vous voyez, une sorte de circuit fermé. Et donc, et il y avait des débats assez nourris et on parlait du devoir. Vous voyez, parce que pour le prix, ils sont quand même, c'est des concours, hein, tout ça. Donc les détenus essaient de défendre leur bouquin, etc. Mais ils font des heureux, vous voyez. Et donc, en fait, ils ont quand même le pouvoir de critique. Et ça, certains le font très bien. Ouais. Ils s'en servent, voilà. Ah oui. Ces points communs que vous avez découverts en papotant à Fleury-Mérogis, la vie de Scander dans les conditions idéales, est-ce que c'est pas aussi un point de départ pour leur faire... j'allais dire comprendre, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais de leur montrer qu'on peut réussir, renaître aussi par le savoir. Certains m'ont dit que oui, ça a été apprécié, bien sûr. C'est quand même beaucoup d'espoir, je veux dire. Oui, bien sûr. Et à la fin de la semaine, donc à Fleury-Mérogis, c'est là où je m'en suis rendu compte et je me suis dit, bah, finalement, comme j'ai passé une semaine avec eux, vous voyez, c'est le matin, l'après-midi, et en fait, je me dis, bah... Finalement, je leur ai dit, vous étiez là. Donc, quand on a fait un discours de clôture, c'est pas grave. Hein, vous voyez, nous, on était là, eux, ils étaient là-bas. Il n'y a pas de raison pour ceux qui ont des peines qui leur permettent d'envisager un peu l'avenir, de se dire, c'est pas si grave, parce qu'ils ont quand même la peur du dehors et de le qu'en dira-t-on. Or, quand le prix Goncourt des détenus, lors du lancement, je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule personne qui avait, je crois que sur Internet, le site d'un journal conservateur où il disait pourquoi pas un Goncourt des terroristes, vous voyez, mais sinon, les gens étaient vraiment emballés par ça. Hein. Vraiment, il n'y avait pas aucun a priori négatif et il y a toujours le charme, vous voyez, le charme de la prison et du criminel, etc., qui agit sur beaucoup de personnes en dehors, voilà. Je voudrais revenir sur les conditions de lecture et sur l'évasion, même si vous m'avez dit que... Moi, je trouve quand même que lire, c'est s'évader, d'une certaine manière, par l'esprit, évidemment. Et en même temps, ce qui doit être très difficile en prison, de ce que j'ai pu en voir, moi, notamment, j'allais dire comme tout le monde à la télévision, je ne suis pas rentré, moi, en prison pour le moment, en tout cas, c'est le bruit, le fait qu'il y ait plein de gens autour de vous, ça résonne... c'est assez contraint, on l'a dit, c'est un petit monde où tout s'exacerbe. Moi, j'ai besoin d'être un peu au calme pour lire. Est-ce que c'est pas un peu difficile ? Alors, vous me donnez l'occasion en fait d'expliquer qu'il n'y a pas une prison, mais des prisons. L'image que l'on en a, et c'est peut-être aussi un tort de l'administration pénitentiaire qui ne se montre pas assez, mais on en a l'image, vous voyez, des prisons, et c'est une réalité, surpeuplées, mais parfois les clichés que l'on a, c'est des séries américaines, c'est-à-dire qu'on imagine, alors on sait bien qu'ils ne sont plus en uniforme, mais on se dit, voilà, ils prennent leur repas dans des réfectoires, etc. Alors pas du tout. Pas du tout. Il y a 190 établissements en France. Il y a des maisons d'arrêt qui sont certes surpeuplées. Toutes sont aujourd'hui à plus de 120-130%. J'en profite pour dire quel service public aujourd'hui pourrait fonctionner dans de telles circonstances. Et pourtant, nous tenons et nous sommes très fiers. Donc, moi, je suis très fière d'appartenir à cette administration qui travaille dans ces conditions. Donc, des maisons d'arrêt où effectivement il n'y a pas de numerus clausus et donc évidemment il y a de la surpopulation et il n'y a pas d'encellulement individuel. Ça, ce sont les maisons d'arrêt. C'est le cas à Nancy ici, mais pas très loin d'ici, à Toul, à Écrouves. Ce sont des centres de détention. Et en centre de détention, c'est la moitié des établissements en France. C'est une cellule, un détenu. Et quand on est condamné, on passe en centre de détention et donc peut-être que les conditions sont moins rude et difficile puisqu'on peut dans sa cellule et quand la porte se ferme. Et il faut imaginer que dans la moitié des établissements français, les détenus ont les clés de leur cellule. Voilà, c'est le centre de détention. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans les centres de détention, c'est à peu près la moitié sur 79 000 détenus. Il doit y avoir à peu près 45 000 qui se trouvent en centre de détention et il y a des conditions. Alors évidemment,
on parle des maisons d'arrêt, de la surpopulation, et on a raison, parce que c'est là qu'est l'urgence, et c'est là que la situation est la plus inconfortable et difficile. Mais justement, ça oblige aussi à penser des lieux hors cellules. Et ce que permet une association comme Lire pour en sortir, où on n'a pas parlé des rencontres auteurs, mais quand les auteurs viennent en détention, tout d'un coup, justement, c'est un prétexte supplémentaire pour sortir de la cellule. Leïla Slimani. Moi, ce qui toujours me touche et me bouleverse, c'est que quand vous faites une rencontre ou quand vous allez faire un atelier d'écriture, les détenus vous regardent et vous disent « Mais pourquoi vous venez nous voir ? Ah non, on ne pensait pas que… » Ou alors ils disent jusqu'au dernier moment, on pensait que vous n'alliez pas venir. Et il y a toujours, alors, parfois une gratitude qui est presque exacerbée, comme si vraiment c'était extraordinaire de leur donner encore de l'importance. Ils ont l'impression souvent qu'on les a oubliés, en fait, qu'ils n'existent plus vraiment aux yeux du monde. Donc il y a toujours une très très grande attention, une très grande gratitude. Et puis ils sont très très engagés dans ces rencontres littéraires. Bon, en général, on a du mal à terminer parce que les questions ne s'arrêtent pas, ça fuse. Et puis quand une confiance s'établit, ils commencent aussi à parler d'eux-mêmes, à parler de ce qu'ils vivent dans la prison. Et ils parlent aussi entre eux, ça peut rétablir des dialogues entre eux, des détenus qui n'ont plus trop l'habitude de se parler. Donc c'est des expériences qui sont absolument extraordinaires. Et moi, je dirais que par exemple, quand je fais des ateliers d'écriture, parce que vous posiez la question, est-ce que ce livre, du fait qu'il parle du livre de Mortal, est-ce que ce livre vous permet de créer un lien avec eux en leur disant, bah, tu vois que tu peux t'en sortir ? Bien sûr, ça existe. Mais moi, à l'inverse, par exemple, je n'essaye pas de créer avec eux de liens, si vous voulez, familiers. Je ne rentre jamais là-dedans. Je n'essaye pas de leur donner des leçons ou de leur dire comment il faudrait faire. Je me comporte exactement comme je me comporte devant vous aujourd'hui. Je parle de la même manière, j'utilise les mêmes mots, même si parfois il peut m'arriver d'utiliser un mot qui est compliqué, je dis si vous ne l'avez pas compris, je vous en donnerai l'explication. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas jouer de rôle et d'être tout à fait naturel. Parce que voilà, en perdant ces préjugés, ces clichés que tu as très bien décrits d'un monde effrayant, les bruits de serrure, les hurlements, les costumes orange et tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. D'un coup, en fait, vous vous rendez compte que c'est une autre part du monde qui nous est cachée, mais en fait qui ne nous est absolument pas étrangère. Et quand on écrit, je terminerai avec ça, quand on écrit, vous savez, quand on construit un personnage, on se rend bien compte que la vie, elle est faite de rien du tout. La vie, elle est faite de plein de petits accidents, de plein de petits hasards, une rage mal contrôlée, un moment de folie, une maladie, une perte d'un emploi. Ça fait partie de la vie, ça peut faire partie de la vie de tout le monde, de n'importe qui. C'est aussi une manière, la littérature, comme le travail avec les détenus, de chérir l'accident, de se rendre compte qu'il faut être prudent. Ça ne sert à rien de se placer au-dessus du hasard, au-dessus de l'accident. La vie est précaire, la vie est fragile. On peut tous passer de l'autre côté. Ça, vraiment, on s'en rend compte très vite. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on comprend quand on est un lecteur, parce que c'est ça la vie souvent des personnages, c'est des vies qui basculent. Et c'est la vie des gens qu'on rencontre aussi, et c'est la vie de chacun d'entre nous, ça peut basculer. J'allais dire, c'est à la fin du match qu'on juge le sportif, c'est à la fin du roman qu'on juge le héros. Il y a une vie après, vous le disiez, Véronique Sousset. Oui, merci de me permettre aussi d'indiquer que mon prochain livre sort le 26 septembre. Ah oui, j'avais promis que j'allais le dire. Et qu'il a aussi ce thème, il a pour thème, justement, c'est une fiction, mais il a pour thème justement la vie d'après, c'est-à-dire la vie en liberté. Et justement, c'est-à-dire que ce que je disais au départ, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans la communauté et qui vont rejoindre la communauté, mais néanmoins, ils ont fait l'expérience de la prison, l'expérience de la culpabilité, de ce retrait un moment du monde. Et évidemment, que selon quel détenu on a été, quelle rencontre on a faite ou pas faite, quel accident il y a pu y avoir, quelle belle rencontre ou pas, quelle personne détenue libre. Et j'ai toujours, moi, en fait, ce qui me résonne, c'est, vous savez, on dit souvent, il était sortant de prison. Et je me dis, en fait, on reste combien de temps sortant de prison ?
Ça dure combien de temps cette histoire? Un jour, on sort et on sort, point. On n'est plus sortant de prison. On a exécuté une peine et on est quelqu'un d'autre. Mais parfois, pour certains, et c'est le thème de mon livre, c'est plus compliqué. C'est Dans la tête de JCR, Jean-Claude Roman, si vous vous souvenez de l'histoire, et c'est aux éditions Cherche Midi. Oui, ça sort le 26 septembre. Ouais, voilà, le 26 septembre aux éditions Cherche Midi. Il nous reste 7 minutes. J'aurais une petite question rapide. Vous vouliez lire un texte, Leïla Slimani, je crois, hein. Donc je le garde en tête et j'ai une petite question un petit peu bizarre à vous poser avant de vous quitter. Je tente ma chance. J'ai peur de rien, je les vois pas. Juste vite fait, on a vu que lire en prison, ça permet de développer le savoir, ça permet la précision. On a vu des tas de trucs. Hein. On n'a pas parlé de l'empathie. Je trouve que ce qui est intéressant, moi, dans les livres, par exemple, ce que j'aime, c'est ressentir quelque chose à la place d'un personnage, ou plutôt en même temps qu'un personnage. Est-ce que c'est pas, pour ce que vous avez vu, utile aussi à des détenus de développer cette faculté humaine qu'on a toutes et tous à des degrés divers? J'ai l'impression, après, bon, je ne pourrais pas parler à la place de tous les détenus, non, mais de ceux que j'ai vus, en tout cas, c'est vrai qu'il y a cet aspect, du coup, de retrouver, de découvrir un nouveau personnage, quelqu'un. Et se mettre à sa place. Certes, même si c'est à travers des lignes, et exactement, quand c'est le cas, sentir ce qu'il ressent, même si c'est à travers des lignes. Ça peut développer une empathie qu'on n'a plus, puisqu'à force... Ou moins, il côtoie toujours les mêmes personnes, les histoires se racontent, et il y a une sensibilité qui se perd. C'est un environnement très, très violent. Ça peut développer de l'empathie, c'est-à-dire, je crois que le sens d'empathie, je ne vais pas faire Jojo la science, mais c'est ressentir un peu ce que ressent l'autre, etc. Mais j'allais dire, est-ce qu'on peut dire ça, de l'empathie envers soi-même? C'est-à-dire mieux se connaître, mieux se ressentir. Je pense notamment à votre roman, Mokhtar. La lecture, vous voulez dire? Ouais, la lecture d'un personnage qui vous ressemble aussi, ça peut être ça. Oui, moi Au contraire, mieux se comprendre soi-même. Moi, le personnage qui me ressemble, je l'ai plutôt écrit. Non, je parle d'un détenu qui détenus, lirait ce qu'a vécu Scander. Non, mais c'est formidable parce que ça crée des liens très forts. Vous voyez, ils sont vifs et voilà, et puis vous passez du temps avec eux, ils jugent votre livre, et puis ça se trouve, cette personne, elle a quand même escroqué toute sa famille, j'en sais rien, vous voyez, et donc il y a cette dimension-là, vous voyez, qui est, comme vous ne demandez pas trop ce qu'ils ont fait, et vous oubliez le délinquant, le criminel, mais d'un point de vue de l'infraction matérielle, hein, et parfois c'est des choses très graves. Et donc vous entrez en fraternité, vous voyez, avec sur l'instant. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste, on va dire, à ce niveau-là. Et ouais. Et donc c'est bien. Il y avait une dame à Nancy, une jeune femme, et puis elle m'a dit oui. Ah oui, votre roman, vous êtes un peu caricatural sur l'argent. Elle me dit ça comme ça. Je fais oui, vous avez probablement raison. Et puis, elle était plutôt jeune et j'ai demandé à une personne. Combien gagnez-vous par mois? Non, pas du tout. Non, certainement pas. Mais non, j'ai demandé à une personne qui travaillait dans la prison. Alors, parce que la seule chose qui, moi, me semblait que je voulais savoir, c'était est-ce que les personnes sortaient bientôt? Parce que vous avez envie qu'elles sortent. Puis elle était en prison, cette femme. Ah oui, elle était en prison. Ah, je n'avais pas compris. Oui, je pensais que c'était à la maison d'arrêt. Voilà, ok. Et puis on m'a dit, elle sortira probablement jamais. Wow. Donc pour ne jamais sortir, on est, vous voyez, dans le. Il y a eu du sang, quoi. Ouais. Une petite question, remarque, vite fait, quand j'ai lu très vite le sujet, quand on m'a dit tiens, tu veux pas animer la rencontre, j'ai vu Enfermement. Et j'avais pas du tout compris à ce moment-là qu'on allait parler des prisons. Je parle d'une fraction de seconde, mais comme il y avait le livre sur la place, ça m'a rappelé des auteurs avec qui j'ai papoté. Je pense à Gilles Perrault, je pense à Tatiana Dronnet, qui disait, parce que c'est quand même la classe à Nancy, c'est quand même qu'on peut dire. J'ai rencontré Tatiana Dronnet, on a bu un café Place Stade. C'est quand même une ville extraordinaire aussi pour ça. Elle me disait que, je sais plus quel roman elle a écrit, elle avait loué un appart. Hors atteinte téléphonique, une petite fenêtre qui donnait sur une cour, elle était enfermée. Gilles Perrault, lui, il a écrit Le Pullover Rouge et beaucoup d'histoires dans une cuisine qui avait des barreaux aux fenêtres, parce que ça se faisait beaucoup dans les petites fermes normandes où il habitait dans le Cotentin. Et il disait dans un de ses romans, l'enfermement propice à l'écriture. Est-ce que vous partagez ça? Alors, ce n'est pas de la provoque, hein. J'ai hésité d'ailleurs à vous poser la question vu le sujet, mais peut-être que l'enfermement, d'une certaine manière, est nécessaire à l'écrivain.
Mais moi, c'est même quelque chose sur quoi j'ai écrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le parfum des fleurs la nuit, qui appartient à la collection Ma nuit au musée, où donc j'ai été enfermée dans un musée pendant une nuit. Et une fois dans ce musée, je me suis interrogée sur mon rapport à l'enfermement. Pourquoi est-ce que j'avais accepté cet enfermement volontaire dans un musée pour la nuit? Pourquoi est-ce que lorsque j'écris, j'ai à ce point besoin de m'isoler et de m'enfermer, souvent dans une maison, loin de tout, de ne plus parler à personne, de perdre contact avec la réalité? Et je me suis même posé la question de savoir, est-ce que c'était une sorte de fantasme aussi un peu obscène de vouloir revivre ce qu'avait vécu mon père, puisque mon père a été un homme enfermé de fait, parce que mon père a été assigné à résidence pendant 10 ans avant d'être incarcéré. Donc c'était un homme en cage, mon père, en cage pour de vrai, et puis en cage aussi psychiquement, parce que c'était un homme totalement enfermé, qui parlait très peu, qui avait été écrasé par cette injustice. Donc bien sûr, pour moi, il y a... je parle d'ailleurs dans ce livre beaucoup de ma fascination pour les auteurs reclus. Il y en a beaucoup, des auteurs ermites, des auteurs reclus. Il y a Emily Dickinson, il y a Rilke. Et ces figures-là m'intéressent. Comment on fait pour parler du monde quand on s'en extrait? Et je suis toujours à la fois fascinée et dérangée par cette espèce de phrase très banale qu'on dit aujourd'hui. « Oh, mais cette personne, elle est complètement déconnectée. Il est déconnecté du monde », comme si c'était une insulte. Mais je crois qu'il y a énormément d'artistes qui vivent un peu à part eux, qui vivent, comme disait Marguerite Duras, en aparté, qui vivent dans leur tête, qui vivent dans leur monde, qui vivent dans leur musique, qui vivent dans leurs pièces. Et il n'y a pas de raison d'en avoir honte, et il n'y a pas de raison de juger cette façon de vivre. Moi, c'est quelque chose que j'assume. Je suis là parmi vous, je fais des choses, je m'investis dans la vie réelle. Mais il y a toute une part de moi qui n'est pas vraiment là. Ouais. Et il y a toute une part de moi, oui, qui est déconnectée, mais ce désir d'être tout le temps connecté, moi, je trouve ça très, très effrayant. Donc, je ne suis pas tout le temps connectée, je suis un peu enfermée en moi-même, et ça me plaît beaucoup. Donc, pas toujours connecté, un peu enfermé. Une réaction, Véronique et Mokhtar? Plus souvent enfermée, évidemment, par les fonctions, mais j'assume aujourd'hui voilà, ce statut voilà, d'être auteur. Parce que c'est le 3e livre et que moi je parlais à l'auteur, pas à la cadre. Mais j'ai aussi, en fait, je me sens pas enfermée quand je suis cadre pénitentiaire enfermé. Je me sens pas enfermée. C'est pas du tout cette sensation-là que j'ai, mais parce que justement, je peux aller et venir, et donc évidemment, c'est de ce point de vue différent. Mais quand j'ai dirigé la prison des femmes de Rennes, je me souviens que parfois les femmes me disaient vous sentez le parfum du dehors. Et je trouvais que c'était très joli. Et je me disais, bah oui. Donc, en revanche, pour l'écriture, oui, j'ai aussi besoin. Et là, pour cette fiction-là, c'était évidemment, surtout le silence d'ailleurs. Pas forcément d'avoir des barreaux sur une petite fenêtre, mais plutôt le silence. Et c'est quelque chose d'assez solitaire hein, comme exercice. Mais comme peut-être d'autres arts, oui, j'étais plutôt pas enfermée, mais solitaire. Très bien. Mokhtar, pour finir Oui, bah moi j'habitais à Paris, une rue qui s'appelle la rue Pierre-L'Ermite, vous voyez. Et, oui, donc là, pour le c'est coup... à la Goutte d'Or à Paris, derrière la Gare du Nord, donc le quartier le plus pourri de la capitale. Là. Et donc j'étais là-bas, et puis donc moi je suis enfant de l'aide sociale à l'enfance, orphelin, et donc j'ai personne dans la vie, quoi. Et je voulais vraiment écrire, et j'ai compris que ça demandait un travail assez intense, et que si je voulais un jour prétendre à une publication, il fallait que je travaille beaucoup. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'étais chez moi au 5e étage. J'avais un grand appartement que j'ai quitté, et puis je payais pas mes loyers, et donc j'avais pas d'argent. Et mes amis avec qui j'avais commencé mes études ne me respectaient plus, parce que vous n'avez pas d'argent, etc. Et j'écrivais, j'y croyais. Et donc il y avait cette dimension, oui, de solitude qui est d'ailleurs fondamentale parce que c'est du travail. Et donc il faut y croire, vous voyez. Donc il faut croire pour s'en sortir. Et voilà. Et puis un jour, je suis sorti de ma Goutte d'Or et je suis allé place de la Madeleine dans un café pour parler de mon livre. Et il y a une dame qui m'a écouté en parler, et puis elle m'a dit envoyez-le nous. Voilà, elle est là-bas et je lui dois tout. Merci beaucoup, Karina. Merci à vous, madame. Vous avez permis beaucoup de choses. C'est un beau métier, mais il y aura sûrement
des débats là-dessus. Pour finir, quelques mots, Leïla Slimani, et puis on va vous raccompagner parce qu'on est un poil en retard. Nous vous écoutons. Donc je vais vous lire une lettre que nous avons reçue à lire pour en sortir, une lettre d'Alain, qui est un détenu. Et je voulais vous faire entendre voilà, la voix de quelqu'un. Madame, monsieur, je vous écris concernant le programme Lire en famille de Lire pour en sortir. Depuis quelques mois, les bénévoles de Lire pour en sortir nous proposent un catalogue de livres à choisir afin que nous les lisions avec nos enfants lors des visites au parloir. Dans mon cas, mon incarcération a commencé quand ma fille avait 3 mois. Bientôt, elle va avoir 5 ans et elle ne m'a jamais connue que derrière les barreaux, comme on dit. Le divorce avec sa maman et la distance entre sa maison et la prison font que je vois ma fille 1 fois tous les 2 mois pour un parloir de 45 minutes. Un enfant de cet âge qui voit son père si rarement et dans ces circonstances ne le connaît pas réellement. Donc les parloirs étaient difficiles. Ma fille passait plus de la moitié du temps à se cacher derrière sa mère en me regardant apeurée. Jusqu'au programme Lire en famille. Un livre d'enfant dans mes mains et la glace est brisée presque immédiatement. En un instant, le contact s'établit. Le premier était la petite poule qui voulait voir la mère. Je n'oublierai jamais nos éclats de rire et le début, enfin, d'une complicité entre nous. Quelle joie pour moi d'avoir maintenant ma fille sur mes genoux, d'avoir le plaisir de lui lire un livre que j'ai choisi pour elle et que je lui offre, neuf. Plus de temps perdu entre nous. Elle repart avec, dans sa maison, et j'espère qu'elle pense à moi en le feuilletant, en se disant « c'est mon papa qui me l'a offert ». Je voulais vous dire que grâce à ce programme, j'ai enfin réussi à avoir des parloirs dignes d'un père et de sa fille. Je peux reprendre un peu ma place de papa dans ce contexte si difficile pour elle et moi et lui transmettre le goût de lire. Merci chaleureusement du temps passé avec nous. On va vous raccompagner. D'autres rencontres vont avoir lieu, mesdames, messieurs. On applaudit encore une fois Leïla Slimani, Mokhtar Hamoudi, Véronique Sausset et Maxime. Merci à vous 4.